Bon les amis, rendez-vous dans votre petit atelier à l'ancienne. Regardez-moi ça. Alors, pour notre petit problème de 4,50 les amis, le fait de mettre un piston haute compression, je sais pas si tu vois, on a l'impression que c'est plus usiné, plus creusé. Oh, putain, elle va compresser la même. Le démarreur il va chauffer. Merde, je suis pas dans le bon sens, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, le ressort il va tendre la chaîne, il va se défaire d'un coup. Chaud, ça colle. J'arrive dans la camping de la voisine, je vois pas quoi, une 500 CR2 temps monocylindre. Je lui ai dit Seigneur, c'est pas possible, elle est trop belle ta petite motocrotte, est-ce que tu me la vends contre du cuivre et des batteries? Elle m'a dit non, je la garde, par contre tu peux me marrer la chatte qui m'a dit la grosse bâtarde de mort. Salut les mecs, rentrez dans mon petit local. Regardez ça, mais non c'est une blague, c'est mon ancien local. Vous vous rendez compte? Petit local professionnel les amis. On bossait là, hein. Tac. J'avais fait un petit bureau tout le long là, avec des petits ordinateurs. Petit montage, là ça montait de la vidéo boiserie, les 100 000 abonnés, les 200 000, les 30 voilà, ici il y avait les petites caméras, les cartes SD, tranquille quoi, t'es là, ça t'a fait, tu vois, ça t'a fait sec. Petite lumière et tout, voilà ça. Ouais, les lumières et tout en fonction de l'ambiance, tu vois. Hop, le matin c'était blanc, pro, tu vois. Hop, l'après-midi ça commençait à fumer une petite chiche, des petites lumières rouges. Ah bah c'était la belle époque hein. Et là on est passé, t'imagines, on est passé de 5 mètres carrés à 600 et on est encore obligé de déménager mon ami. Parce qu'on a encore plus assez de place. Est-ce que c'est pas beau ça? Hein? Abonne-toi à ma petite chaîne YouTube salopard! Bon les amis, rendez-vous dans votre petit atelier à l'ancienne. Regardez-moi ça. Oh putain, regardez-moi ça. Crème. It's night in the city, and I'm on my way back home. Humming on my favorite ditty, swinging like Natalie Cole. But then out of the blue, who strolls down the boulevard but you? Your place is... Alors, pour notre petit problème de 4,50 les amis, il y a l'épisode numéro 1 disponible sur ma petite chaîne YouTube. 4,50 2021, je lui ai mis 60 heures. Je pense qu'on a les joints de queue de soupape peut-être qui sont cramés dans la culasse. Ce qui m'impressionne de ouf, c'est de retrouver du... Alors il y a de la calamine sur la culasse, on est d'accord, mais il y avait du sable. C'est un espèce de tout petit outil de mesure que tu mets ici en fait. Et tu viens prendre la cote ici et la cote là. Parce que vu que ton piston lui fait que de monter comme ça, en fait si tu veux, ton piston lui il va avoir tendance à faire comme ça dedans. Et donc j'avais un problème avec ma 450 CRF 2021 les amis qui n'avait que à peine 60 heures. Donc de segmentation, on en a reparlé dans la vidéo, mais si vous voulez vraiment connaître le pourquoi du comment en explication plus simple, en gros elle démarrait plus et la cause du problème je l'explique vraiment en détail dans cette vidéo. Donc si vous voulez aller voir au moins vous aurez tous les détails. En gros j'avais les segments. Voilà, qui perdaient toute la compression parce que vu qu'ils sont tellement usés, quand ils sont dans le cylindre les segments, et bah le petit écartement là où ils doivent se coller, cet écartement là en fait ils doivent se serrer, il doit être collé comme ça. C'est le jeu à la coupe. Et bah tu vois quand on le met dans le cylindre, et bah il reste encore 2 mm. Donc voilà, ça c'était le premier problème, donc le cylindre qui s'était usé. Il y avait du sable qui était passé dans le moteur. Et donc on va aussi résoudre ce problème parce que ça doit passer quelque part par la boîte à air, les filtres, les machins. Et on avait aussi avalé, comme on dit dans le jargon, on avait avalé la culotte. En gros on avait niqué 2 soupapes. Donc là vous voyez on a 2 soupapes d'admission, c'est toujours les plus grosses les soupapes d'admission dans une culasse. On a 2 soupapes neuves en titane. Et les soupapes d'origine elles sont là. On a dû les changer parce que tu peux remarquer qu'il y a une énorme, en fait là je sais pas si on voit bien en vidéo, mais il y a une énorme marche en fait sur la soupape. Elles sont vraiment, il y a une usure très prononcée due au sable. Elles étaient continuellement en train de se rôder parce qu'il y avait une pâte abrasive avec du sable et de l'huile là qui fait que ça a usé vraiment prématurément toutes les pièces comme ça du moteur. Donc on a changé les deux petites soupapes, voilà, parce que c'était que le côté admission qui baisait ses morts tout simplement. On a changé ça, on a changé les joints de queue de soupape. Donc c'est les petits joints qu'il y a au bout de la queue de la soupape pour faire l'étanchéité entre toute l'huile qui circule ici pour graisser la distribution et puis le moteur pour pas que l'huile passe dedans. On a fait le jeu aux soupapes, c'est-à-dire le petit jeu fonctionnel que tu as entre le culbuteur et la pastille de la soupape. Donc là-dessus ça doit être plus combien c'est, 20 ou 25 et 10-15 pour le... Enfin bon, le constructeur en fait il te donne des cotes à respecter et toi en fait tu passes une petite cale ici
Voilà. Toutes ces étapes-là, je vous les ai pas filmées, les amis, parce que je vais chez mon ancien patron à chaque fois le faire. Parce que lui, il a l'expérience, le matériel et tout, et donc c'est pour ça on a pété deux soupapes. Terminé, frère. Cette petite culasse-là, elle est opérationnelle, et on a donc commandé tout ce qu'il fallait. Donc je me suis fait plaisir avec le petit code promo. Putain, je suis en train de faire un placement de produit. Je me suis fait plaisir avec le petit code promo MXTest. Je vous en dis pas plus. Si vous voulez avoir un prix, vous avez qu'à aller soutenir mes amis de la chaîne MXTest, les amis. Donc j'ai récupéré, j'ai racheté des petites poignées Rental. Celles-là, les transparentes, je les trouve super bien. J'ai pris, parce que même si c'est inadmissible, il n'y a que chez Honda aujourd'hui que tu peux trouver le joint de culasse et le joint d'embase pour la 450. J'ai racheté un filtre à air neuf, j'ai pris des plaquettes de frein, une petite bougie neuve, j'ai pris pas mal de petites conneries, j'ai pris un bonnet. Parce que vu que je me suis fait greffer capillairement parlant, j'ai pris un petit bonnet pour pas qu'il y ait de frottement dans mon cax, tu vois, parce que sinon ça va me niquer mes petits greffons tout neufs, tu vois, ils sont bébés encore. Voilà, et j'ai pris un petit piston haute compression. Alors haute compression, qu'est-ce que c'est, les amis? C'est qu'on vient augmenter on vient diminuer le volume de la chambre de combustion. Donc en fait, comment ça se passe? Ton cylindre, il est là, et dessus ta culasse, elle vient se poser là. Et quand ton piston, il est au point mort haut, c'est-à-dire quand ton piston, il est au plus haut dans ton cylindre, il vient ici. Et donc en fait, l'espace qu'il y a entre le creux là, de la culasse et le dessus de ton piston, ça s'appelle la chambre de combustion. Et donc en fait, celle-ci, elle a un volume qui est défini par le constructeur, etc. Pour que ça explose bien, qu'elle sorte la puissance, mais pas trop faible non plus pour pas casser le matériel, et pas trop grosse pour avoir une moto qui a pas de chevaux. Et donc en fait, le fait de mettre un piston haute compression, je sais pas si tu vois, on a l'impression que c'est plus usiné, plus creusé au niveau des soupapes que le piston d'origine. Voilà, tu vois, c'est beaucoup plus prononcé. Là, tu vois, c'est beaucoup moins haut, beaucoup moins épais. Là, on a vraiment, tu vois, ça remonte au niveau de l'usinage et tout, ça remonte vraiment beaucoup. Et le fait que simplement ça remonte, et ben, ça vient diminuer le volume de la chambre de combustion de la culasse. Ce qui fait, en gros, c'est comme sur les 103 à l'époque quand on venait limer la culasse ou qu'on mettait pas de joint de culasse. En fait, bah, tu viens augmenter l'impact de l'explosion de ton moteur, qui fait que du coup tu as plus de réactivité à la poignée, un peu plus de chevaux, un peu plus de patates. Tu peux pas dire fais ci, fais ça en plus, mais tu sens que quand tu touches la poignée, wow, ça réagit beaucoup plus. Sur ces moteurs là, t'as pas besoin de changer la bielle par exemple. C'est pas comme un kit 80 sur une 50 ou un truc comme ça. C'est plutôt comme un kit 50 sur une 50. Je pourrais le comparer comme ça. C'est pas non plus comme un kit 80 où là t'as des pièces internes à changer. Ça c'est juste un piston que tu viens mettre comme ça et tu sens que ta moto elle est plus réactive, elle a un peu plus de patate, un peu plus de pêche. Donc voilà, on va pouvoir faire la différence. C'est très dur de faire des wheelings et du cross bitume par exemple quant à ça. C'est pour ça que je l'avais enlevé sur mon ancienne 450 CRF, parce que quand t'es au moment de faire une bavette, le moindre millimètre sur la poignée, la moto elle est violente, elle est violente, réactive, ça devient chiant pour les mecs qui font des bavettes et trucs comme ça. Mais ça tombe bien, elle fait que du cross maintenant. Ce que je vous propose, les amis, on va remettre tout ça en place tout doucement, on va faire des accélérés mais peut-être un petit peu moins que d'habitude, comme ça je vais pouvoir bien vous expliquer, bien montrer un peu ce que je fais, et voilà. Donc ça va commencer par reposer le piston, les joints, le cylindre, la culasse, quelle est la distribution, remonter ensuite bah voilà, tous les éléments du moteur, la boîte à air, et puis ensuite le réservoir, les carénages. J'ai quoi d'autre à faire sur la moto? J'ai un pneu arrière à changer, mais on va le faire à la main, comme ça va être rigolo. Un petit peu au démon de pneu, vous montrer un petit peu les astuces, parce que changer un pneu à la main, ça peut être impossible ou très facile, ça dépend de comment on le fait et comment on s'y prend. Et puis ensuite on va la démarrer, la rôder, et puis faire des bavettes sur l'eau de route. C'est parti. C'est les détails. Bon là, je graisse le petit axe de piston, tu vois, avant de l'insérer, toujours le graisser un petit peu avant. Il est vraiment tout quoi cet enculé. Ouais, c'est tellement au millimètre, hop. Je vais reposer mon petit piston dans la biellette. Élément très important les amis, toujours mettre un petit chiffon dans le bordel. Comme ça, si tu fais tomber comme un gogol l'axe du piston ou le clips, tu vois le petit circlip du piston, si tu le fais tomber dans le fond, et bah t'as pas obligé d'ouvrir ton moteur, parce que sinon... Et je vous dis ce que ça m'est déjà arrivé, hein. Ça m'est déjà arrivé d'être obligé de rouvrir un bloc parce que j'ai fait tomber le circlips dans le fond comme un trimar. Là j'avais déjà mis mon petit circlips de l'autre côté, toujours respecter la petite flèche en direction de l'échappement, et là je vais mettre mon petit clip de l'autre côté avec une petite pince à bec fin. Ça c'est vraiment le grand moment chiant. Moi je le prends toujours comme ça là, le petit circlips de la mort, je le prends toujours sur le bord comme ça. Je viens me caler d'abord ce côté là dans le piston et après, et normalement après je le cale comme ça bien sur le côté normalement. Je me mets d'abord le petit bout dans la gorge et après ça va bien. Et sinon des fois je le fais aussi avec un petit tournevis plat. Voilà, donc ça c'est bon, maintenant je peux enlever mon petit chiffon.
Voilà, donc là j'ai remonté mon petit piston les amis. Toujours vérifier qu'on a bien monté les deux circlifs des bons côtés des deux côtés. Voilà, je vais poser mon petit joint d'embase, graisser, huiler l'intérieur du cylindre. Penser à remettre mon deuxième patin de chaîne de distribution, tu vois, de l'autre côté. Et redescendre le cylindre dessus. Et puis ensuite on s'occupera de la culasse et de la distribution. Le petit joint d'embase, putain il est en ferraille comme le joint de cula. Donc commence. Voilà. Passer la petite chaîne de distribution dedans. Le petit piston. Voilà. On a un petit centreur ici. Voilà, toujours pas oublier les petits centreurs les amis, les petits, voilà, ces petites pièces là qu'on a un peu partout. Jamais les oublier, très important. Moi je préfère les mettre que d'un côté. Tu vois, là je vois que j'en ai un ici. Je préfère les mettre soit que sur le cylindre, soit que sur le moteur, tu vois. Paf, là je mets les deux ici. Je vérifie qu'il n'y a pas de problème pour mettre. Donc ça va être avant la culasse, donc c'est bon, je peux mettre comme ça mon bordel. Donc là mon petit cylindre a de l'huile. Laisse bien le doigt dedans là comme ça. Tu lui pètes un gros doigt. Ça, vraiment tout le monde sait faire. Mettre une main un petit peu. Hein. Hop, on vérifie bien la segmentation. Voilà, l'idée c'est d'avoir l'ouverture du segment complètement à l'opposé de l'ouverture de celui d'en dessous. Là il n'y en a pas 30 000, il y a juste le coupe-feu et le racleur d'huile. Donc voilà, on fait en sorte qu'il soit enfoncé avant de le mettre dans le cylindre. Il faut appuyer un peu dessus comme ça. Et normalement ça y va. Des fois j'ai déjà vu ça, c'est assez rare. Mais il existe que le racleur d'huile qui est en dentelle là, ils se mettent un peu de travers dedans. Et du coup tu n'as plus d'étanchéité d'huile. Et donc ça c'est pareil, c'est très important. Faut bien vérifier que les segments soient tous bien mis, tous bien dedans. Oh, putain, elle va compresser la main. Ah, le démarreur il va chauffer là. Merde, je suis pas dans le bon sens, mais qu'est-ce que je fais? Regarde, où est-ce que j'ai mis la distri? Ah, le gogol. Oh oh, alerte au gogol les enfants. Mais comment je peux faire une connerie pareille? Quel idiot, la honte. Putain, le gogol. La petite chaînette, faut la repasser dans le petit conduit. Hop là, voilà. Faut lui laisser le temps de bien se mettre dans les petits pions de centrage. Voilà, tac, là. Il n'y a plus de jeu mon chef. Là on a remonté le bazar. Donc là maintenant, on va devoir nous mettre un petit joint de cula les amis. Voilà. À nouveau non disponible en accessoire. C'est pas grave, on fait marcher le concessionnaire. 250 € le joint de culasse. Mais non, j'exagère, oui on d'a assez cher, mais faut pas déconner non plus. Maintenant, il faut penser à mettre le deuxième petit tendeur de chaîne. Et vous voyez là, les petits guides en fait dans la culasse, il faut bien les mettre dedans parce que du coup, ça va en dessous le joint de calotte. Donc là, on a notre chaîne. On vérifie bien aussi qu'on n'est pas déraillé aussi sur le pignon de sortie de vibro qui est en dessous, hein, très important. Oh putain, il y a de la graisse là, il y a du sable même là-dessus. Putain. Ensuite, on arrive, j'ai mes petits pions qui sont en diagonale de culasse. Tout va bien. Je peux mettre mon petit joint de culasse. Je passe la chaîne et les deux petits bazars dedans. Hop là. Hop là. Là voilà, là on est bien. Là maintenant, on a notre joint de culasse qui est dans le bon sens. On va pouvoir commencer à préparer la culasse, les amis. Alors, vu qu'on avait remonté la distrib. Putain, mais c'est serré comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette chibre? Alors, vu qu'on a remonté la distribution pour changer les soupapes, caler, faire le jeu aux soupapes et tout le bordel, là on redémonte parce qu'évidemment, faut repasser les vis et tout ça, puis on peut pas remonter ça comme ça. Faut recaler la distri et tout. Et il y a des petits demi-cercles ici, il faut faire gaffe qui se prennent dans les roulements. Très important, dans les roulements d'arbre à calotte. Voilà, des demi-segments en fait qui vont venir centrer le roulement dans le palier. Le palier en fait, ce qu'il y a là, qui tourne autour du roulement en fait, c'est le support quoi. Donc là en fait la culasse tu la remontes d'abord comme ça. Voilà, avec tous les accès des 4 vis. Hop, de la distribution, sans oublier la petite vis que tu as dans le puits là, juste là, la petite vis de 8. Donc là on va pouvoir reposer la cula, comme ça, toute neuve. On va lui péter une petite bougie neuve aussi.
On va peut-être le faire maintenant, ça va peut-être être plus pratique. Et ensuite, on va reposer ça sur notre joint de culasse neuf, sortir la chaîne de distribution ici, venir caler notre distribution en reposant l'arbre à cam et en passant la chaîne dessus. Ensuite, on mettra le dessus, donc les paliers, et après, on va venir tendre la chaîne de distribution. Et puis, bah, on sera déjà pas mal. Hein. Là, je vais changer la bougie par mesure de précaution. C'est comme ça que c'est qu'on dit. Ne regardez pas ce qui suit. Là, je peux vraiment être partagé sur des groupes et me faire insulter si je la resserre à la déboule. Tout petit coup de graisse. Ne regardez pas ce qui arrive. Je me rappelle, il y avait des gens à l'époque qui avaient fait des vidéos sur moi en disant « Oh là là, il a mis un vilo à la presse et tout ». Mais c'est vrai que c'était pas bien de le faire, mais il y en a plein qui le font. Hein. Moi, j'avais pas vu ça en bac pour rien. Hein. Hop là. On a l'impression que j'ai forcé à mort. Tac tac tac, est-ce que j'ai rien oublié? Non. Tout ça c'est propre, le joint de cul là c'est propre, le cylindre il est calé dans ses pions, là il y a les deux pions, ils sont au bon endroit. Je pense que je peux remettre la culasse. Ne pas oublier de passer d'abord comme ça quand t'es là, la petite chaîne de distribution dedans, parce que sinon ça devient une merde après. Passer les guides chaînes en plastique aussi, ça peut devenir très chiant quand t'oublies, et normalement après ça va tout seul, voilà. Et là moi ce que je fais, je mets toujours un tournevis propre, un petit tournevis propre comme ça que tu mets autour de la chaîne, parce que quand ça retombe ça casse la tête frère. Là maintenant en plus on est tout centré et tout, là il n'y a rien qui bouge, parfait. On va serrer avec culasse. Et rentre dedans enculé. Voilà, faut les serrer. En diagonale. Comme les culasses 203. En gros, tu les serres une par une, et puis après, il faut la serrer au couple. On met combien de couples? 600 newtons, 700 newtons. Combien que c'est qu'on lui met de couple à la culasse? Tac! Hop, ça veut dire que c'est bon quand ça fait tac. Tac! Ah non, c'est mon épaule qui a fait crack là. Ok. Je vérifie plusieurs fois. Hop. On va dire que je dois être entre 4 kg et 5 kg. Mais en tout cas, je sais que je suis partout pareil. À l'avant-bras dynamométrique. Je peux pas te dire que je suis à 3,9 kg et à 5 kg 1. Je suis entre les deux. Voilà. Ça serait rigolo de tester ça un jour. Avec d'autres gens qui font de la mécanique souvent. Bon bah voilà, c'est remonté. Maintenant, je vais remettre mon petit arbre à cam, les amis. Tac, un petit coup d'huile sur l'arbre à cam. Tant pour moi. Donc là, mon moteur est au point mort haut, les amis. On le voit parce que j'ai le petit repère T qui est en face. Oh merde! Oh, c'est con ça! Oh, c'est horrible ce qui vient de m'arriver. Oh non! Oh, c'est horrible. J'ai fait tomber le roulement dans le sable. Oh, la tragédie. Oh non, le bâtard. Mais c'est toujours obligé qu'il m'arrive des trucs comme ça. Alors là, nettoyage par le dessus. Et par le dessous comme ça, en essayant pour virer la merde sans que ça rentre dedans. Et après, je peux faire que ça me coûte une. Donc là, vu que je suis au repère T, comme je disais, je viens de vérifier que mon petit trait où il y a marqué T sur le rotor, pardon, parce que c'est lui qui tourne le rotor. Rotation, rotor, le stator, stabilité, il bouge pas, comme ça que je me repère. Donc le petit repère T, il est en dessous, le petit triangle qu'il y a sur le carter. Donc ça veut dire que je suis au bon endroit, au point moraux. De toute façon, quand j'ai monté mon piston était tout en haut. Donc je suis au bon endroit. Donc là, soit vous le faites un petit peu comme moi, et moi c'est ce que j'ai fait, je prends une photo pour être sûr. Parce que des fois, t'as plein de repères. Là, en fait, si tu veux, sur une Honda, t'as toujours les petits traits qui sont comme ça, là, qui viennent en fait se poser parallèlement au plan de joint de la culasse. Là, voilà. Mais par contre, des fois, tu peux être comme ça ou comme ça. Donc c'est l'un ou l'autre. Alors soit des fois moi je prends une photo, soit je le sais directement en fonction de comment est calée ma districe, qu'il y a des moments où des fois tu vas devoir trop forcer. Tu sais que par exemple je sais que comme ça peut pas être comme ça parce que ça va trop appuyer sur les soupapes. Et donc faut pas, ça se remonte pas à forcer. Je reviens me positionner mon petit arbre à cam gentiment comme ça. Tu vois, Allez là, mets-toi dedans là, enculé là. Vas-y là, sale bâtard, wesh. J'aurais pu le nettoyer dans ma fontaine, mon petit roulement. Merde.
Donc maintenant que je suis calé comme ça, vous voyez les amis, là j'ai mon petit repère à gauche, mon petit repère à droite, je suis bien, je peux me mettre vraiment en face du plan de joint. Par exemple, tu vois, si je veux aller plus à droite, bah tu vois, il va falloir faire forcer sur les soupapes et donc évidemment c'est pas comme ça que ça se monte. Donc ça peut être aussi une façon de se repérer. Donc là je sais que ma distri, elle est comme ça, c'est une Honda, il n'y a qu'un arbre à cam, tu poses ça dessus, ça va tout seul, ça prend 5 minutes, il n'y a rien à caler, c'est pas possible de le mettre autrement, de toute façon ça bloque. Voilà, je sais qu'il se pose comme ça. Je vais prendre ma petite chaîne de distribution, je vais pouvoir pencher un peu le bordel. Voilà, tu vois, je le penche un peu comme ça, comme un bourrin. Bon après faut bien le mettre, tu vois, là du premier coup comme ça. Ça arrive, hein, ça doit arriver. Donc bah là je suis calé, je l'ai mis du premier coup, c'est très rare que ça arrive comme ça du premier coup. Donc là ce que je vais faire les amis, maintenant que j'ai reposé ça, mais c'est presque honteux que ce soit aussi facile à caler la distri du Honda. Donc là après je vais remonter mon petit tendeur de chaîne, regarde le Cayenne, regarde-moi cette beauté. Vas-y accélère dans le vide maman. Quoi? Accélère. Maman, arrête, tu vas recasser on va recasser les bielles. Chaud, ça comme. Alors maintenant on va remettre les petits bazars là-dedans. Je vais prendre les petites demi-lunes. Voilà, les petites demi-lunes. On les remet sur les guides des petits roulements. Voilà. Tenez. L'autre côté pareil. Ah, le cylindre de la 500. Voilà la pièce. La pièce maîtresse. La pièce maîtresse de la moto. Merci maman. Je vous en prie. Mais ça c'est un moteur de temps, tu dis n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai pas dit que c'était un 4 temps. Non mais tu me dis ça comme si c'était support celle-là. Ah non. Je rigole chérie, je savais que tu savais. Baisse, c'est mort. Je remets mon petit truc tout mignon. Ça devrait normalement se caler avec les roulements. Voilà. Regarde ça. Tac, là je suis dedans, partout. Hop. Oh putain, non, putain, il a été au blocage le bâtard. Là on va s'occuper du petit tendeur de chaîne de distribution les amis. Parce que maintenant que je suis calé sur ma distri, voilà, je suis calé, j'ai pas retendu ma chaîne, c'est-à-dire j'ai pas remis ce petit dispositif qui sert à pousser le patin en plastique de guide chaîne à l'intérieur. Voilà. Et là je vais le remettre à l'intérieur, mais du coup il faut le retendre. Donc pour le retendre c'est très simple, on a juste la petite vis de 8 à enlever ici. Et donc en fait le principe du tendeur de chaîne, c'est de venir avec un petit tournevis plat, voilà, dans le trou, là dans le petit trou, tac, et tu resserres. Et en fait en resserrant, tu renfonces le petit patin. Et hop, et là, tu serres un petit peu fort au bout, tac, il reste serré. Tu peux le remettre en place ici, voilà, tac, tu remets tes deux vis extérieures, voilà, pour maintenir le support en fait, tout simplement. Sur ton petit moteur 4 temps, on est sur un force truck là les amis. On est sur un petit moteur 4 temps, voilà. Hop, pas trop fort, on va pas casser ça au cylindre. Hop. Et là en fait, tu viens avec ton petit tournevis, tu passes derrière. Tu viens te remettre dedans et tu dévisses un tout petit coup. Et en fait, le ressort, il va tendre la chaîne, il va se défaire d'un coup. Mais il va aller tout seul par sa propre pression, par son propre tarage. Il va aller repousser le tendeur de distri et venir caler. Parce que si tu fais pas ça, que tu le fais comme ça et que tu fais la tension toi-même en poussant dedans, bah tu casses tout. Il faut vraiment faire comme ça. Donc là il est poussé, tu vois, regarde, là je viens de le dévisser dans l'autre sens. Et je sais pas si tu vois ma main là. Et regarde, hop, ça tourne tout seul dans ma main, tu vois. Hop, ça y est, ça tourne tout seul. On a juste à enlever et par sa propre pression, il est venu tendre la chaîne de distribution. Et là notre distribution, elle est tendue. En fait ça sert pas trop parce que si tu veux le matériau que tu as dedans, les vis, elles, si tu veux, elles sont très dures et l'aluminium en chauffant il va venir se dissiper. Il faut pas que ça fasse comme dans un cylindre 203. Un cylindre 203, si tu serres trop fort la culasse, en fait tu vas avoir 4 traces sur ton cylindre et ton piston. C'est la trace des axes. C'est pour ça que ça sert à un certain nombre de newton-mètres. Et là c'est pareil en fait, si ça vient trop se dissiper, ça peut venir marquer inutilement tes paliers. Voilà. C'est pour ça que ça faut bien vérifier. Moi je suis vraiment de la vieille école en mode le serrage à la main power, tu vois. C'est nul hein, tout le monde est. Personne n'est d'accord avec ça. Je préfère faire comme ça. Je sais que l'alu, tu vois, hop, il est bien là. C'est comme Babas qui fait une purge à l'oreille. Hein. J'ai serré ma culasse, j'ai serré le truc, j'ai calé la distri. Bah maintenant il faut faire un tour moteur à vide pour être sûr que tout va bien. Donc là,
ce qu'on fait, c'est qu'on prend en général la douille qui va au bout là, ici, tiens ça doit être celle-là je pense. Et on fait un tour moteur dans le sens de la marche. Voilà. Et on tourne, on fait tourner comme ça 2-3 tours. Tu vois, donc en fait on va venir descendre le piston, faire marcher toute la distribution, descendre les soupapes, etc. Et donc si t'es mal calé d'une dent, surtout avec un piston de compression, t'as une des soupapes qui va tout de suite se mettre à toucher le piston. Donc si tu sens que ça résiste un petit peu, paf, t'arrêtes, tu sais que tu t'es trompé, ça t'évite de tout casser au premier démarrage par exemple. Donc là tu vois, regarde, hop, on fait un tour, tout va bien. Vu le bruit de dépression, ça va compresser à mon avis, on va gagner un peu de cheval. Voilà, hop, là ça se passe bien aussi. Voilà, on essaye de bien sentir si ça touche pas un petit peu. Voilà, chou ça cogne. Bon là c'est bon, je viens de vérifier que ma distribution était bien calée, j'ai fait au moins 4 tours, donc je sais que ma distribution elle est bien calée, surtout que puis ça me permet aussi le fait de faire tourner, ça permet aux tendeurs de chaîne de distribution de vraiment bien se caler, tu sais, et d'être vraiment au maximum, enfin d'être bien tendu. Donc là, j'aime bien toujours me rappeler tout. J'ai serré mes paliers, j'ai serré mon arbre à câble, j'ai serré toutes les vis de culasse, les 5, les 4 grosses, la petite. J'ai vérifié en faisant des tours moteurs que tout allait bien, donc là on sait que ça va bien. Maintenant, il va me rester à remonter l'allumage avec le joint d'allumage. J'ai recommandé un joint d'allumage que je l'avais abîmé en démontant la dernière fois. Je vais bien nettoyer, parce que je vois qu'il y a un petit peu de sable aussi ici. Ce que je vais faire ensuite, c'est la mettre en vidange pour enlever vraiment toute l'huile qui reste dans le moteur, mettre une nouvelle huile, et je vais faire ça toutes les 30 minutes au début, parce que vu qu'il y a du sable, il y a encore du sable dedans. Donc si je fais rien, ça va recommencer le même problème. Donc toutes les 30 minutes pendant, allez, on va dire 2 ou 3 fois, je vais faire les vidanges. Je vais vidanger, je vais rouler 30 minutes, 1 heure, vidanger, rouler 30 minutes, 1 heure, vidanger. Pour vraiment tout renouveler, tout nettoyer, parce que j'ai quand même remis toutes les pièces neuves. Donc là, je vais remonter la partie allumage. Ensuite, je vais remonter la partie couvre-culasse. Donc j'ai fait un peu le radin, j'ai pas racheté le joint de couvre-culasse parce que c'est cher et qu'il n'y a pas besoin à chaque fois. Et tu sais, les gens à chaque fois ils me disent tout ça. Ils disent, mais comment ça se fait que lui il a des sous, hein, salaud? Parce que frère, il n'y a pas un centime que j'économise pas. Tout ce que je fais dans ma société. Donc moi ce que je fais les amis, tout le monde me dit à chaque fois, ah mais t'es sérieux, ça coûte 10 €, 15 €. Mais comment c'est qu'on devient riche mon petit père? Si tu fais ça sur tout ce que t'as, avec tout ce que tu fais, tout le temps, c'est comme ça que tu gardes des sous. Voilà, tu vois, j'ai pas racheté le joint de couvre-culasse. C'est vrai, il est bien, il est dedans, ça va. Si demain il y a une fuite d'huile, et ben je le démonte, je le nettoie, je remets de la pâte à joint et ça va remarcher. Et là je le démonte même pas d'en haut parce qu'il est dedans d'origine, il est collé et tout. Donc là je vais juste mettre un tout petit peu de pâte à joint, tu vois, mais vraiment... voilà, tu vois, j'en ai mis 10 fois trop, mais vraiment un tout petit peu, mais... Hop, je vais en mettre comme ça. Moi je suis... alors je sais pas vous les amis, mais moi je suis un gars pâte à joint. C'est-à-dire que moi, si avec moi, t'as 1 cm de pâte à joint partout, ça dégueule de partout. Moi j'adore mettre de la pâte à joint comme un gros sac. Ça, j'adore ça, j'en mets beaucoup, tu sais, on veut toujours que ce soit étanche. Voilà. Bon là, le but c'est vraiment que ça fasse un tout petit truc sur le cache-cubuteur, voilà, qu'on ait pas de petite fuite d'huile. On enlève à l'intérieur le surplus. Tac, sans que ça fasse trop le manouche. Voilà. J'en mets un petit peu. Et ça c'est là que c'est chiant, parce qu'à chaque fois quand tu te reprends pour mettre ça là, j'en mets un petit peu ici, j'en mets un petit peu pour les petites vis, c'est de la branlette, on le sait, je le sais, mais ça me fait plaisir. Genre je serai le premier, là je viens par-dessus, je me centre bien, hop, je passe le puits de bougie, et là je suis bien, voilà. Donc on va serrer, puis ensuite on enlèvera l'excédent. Voilà. Moi j'aime bien nettoyer bien mon petit truc, que ça fasse propre, ça fait pas de la colle de merde partout. Mon prof, il s'appelait Damien Coin de Paille, il s'appelait mon prof. Puis il aimait pas ça. Si tu laissais de la pâte à joint comme un goré. Ah voilà. Oh, tu te fous de ma gueule là. Non. Mais non, mais. Mais c'est profond maman. Mais t'es sérieux, mais moi, mais je. Vas-y, donne-moi un petit pansement. Tu me fais honte parce que moi j'ai eu un bras arraché et je continue à travailler. Oh, bah. Un bras arraché, t'exagères. Fais-moi manger là. Allez. Bon les amis, on a passé la partie rigolote mécanique. Là je vais reposer toute la partie admission, le réservoir, la boucle arrière, refixer les éléments dessus tout simplement, hein, tout remettre à droite à gauche et on se retrouve pour le démarrage. Je vous laisse sur un accéléré. Bon les amis, Kiki, voilà.
Va Kiki. Il est en train de... Quand il tourne en rond comme ça, c'est qu'il va te poser une bouse. Et puis il a toujours le culot de me poser ça à l'entrée de l'atelier, de ma chambre ou là où je bosse. On a remonté cette belle petite CRF, hein, ça y est, enfin, on va pouvoir faire le premier démarrage. J'en ai profité pour siliconer la boîte à air, parce que là c'était vraiment le problème qu'on avait. Ah merde, bah oui, je suis con. J'ai mis le nettoyant frein comme un gogol. En fait, j'en ai profité pour siliconer le fond de la boîte à air, parce qu'il y avait plein de petites entrées en dessous la bavette, etc. Donc j'en ai profité pour bourrer de silicone dans le fond pour empêcher toutes les ouvertures possibles et les entrées d'air. L'entrée principale d'air pour la boîte à air se faisait ici dans le carénage. Donc en fait j'ai simplement mis un bout de filtre à air pour faire un essai, avec du silicone à l'intérieur pour étanchéifier. Mettre 2 petits risans là en attendant que ça sèche. Et je vais reposer ça comme ça. Donc elle va sûrement être un peu plus riche qu'avant. Comme Lucien. Best est mort. Il va me faire insulter. C'est trop drôle. Donc va certainement falloir refaire un petit réglage. Parce qu'elle risque d'être un peu plus riche et de perdre un peu de patate. Mais bon, c'est pour sauver le moteur. J'ai pas envie de me le refaire toutes les 30 heures. Donc là ce qu'on va faire, on va la mettre en route. On va direct vidanger, remettre de l'huile neuve, parce qu'à mon avis, ça va même avec de l'huile neuve, ça va tout de suite noir. Ça fait vraiment une pâte abrasive dans le fond du moteur, du sable partout, c'est vraiment la mort. Donc c'est parti, je remonte mon petit carénage et chaud. Petit starter. Pas à cause de ça qu'elle démarre pas, je suis dans la merde. Mais bon non, c'était ça, le problème de culasse et le piston. Là ça compresse, hein, ça démarre direct. Alors, on va revidanger le bordel. Alors. Oh, t'imagines, ça fait déjà 2 vidanges que je fais. Regarde la crème qui coupe dans le fond. Oh le bordel. Oh là là. Oh non! Oh putain, c'est horrible, t'imagines? Elle a tourné 15 secondes l'huile. Elle était neuve, hein, j'ai mis de l'huile neuve. Elle a tourné 1 minute la moto. Et l'huile elle est déjà noire pourrie comme si elle avait 100 heures. Oh le sable. Oh les dégâts du sable les amis. Oh, comment ça te mange les motos le sable, c'est abusé. C'est fou quand même. J'ai peur de devoir faire 10 vidanges pour que l'huile soit toute transparente. Là elle est noire, horrible, alors que je viens de mettre de l'huile neuve, elle a tourné 1 minute la moto. Putain merci Nippon. S'ils étaient pas là, ça m'aurait coûté cher. On s'en sert jamais, le nettoyant pré-vidange. Je sais pas comment ça marche. Ippon m'en a envoyé, je vais essayer. Je pensais que ça allait rester dans mon meuble 1000 ans. Mais je vais essayer, ça doit marcher. Mais c'est qu'en fait, à mon avis, ça se met dans la vieille huile. Faut faire tourner avec la vieille huile et le nettoyant pré-vidange pour que ça décolle toute la merde, je pense. Et quand tu vidanges, à mon avis, il y a tout qui tombe. Je sais pas. Je pense que c'est ça. Là, je refais une autre vidange, je la refais tourner et après, je mettrai le nettoyant pré-vidange. On commence à vraiment nettoyer le moteur. T'imagines? T'en as fait 3 là déjà, non? 3 déjà, 3 vidanges. Ça fait déjà moins suer de la rouler comme ça. La bonne katana, la bonne samouraï. Même sans que ce soit la fraise, elles sont bonnes. Oh non! Regarde! Oh non, j'ai tout viré sur la tronçonneuse! Oh le bâtard! Bon les amis, maintenant qu'on s'est occupé de notre petite CRF, la vidange, le bazar, remonter le moteur, la distribution, tout le bordel en espérant qu'on n'ait pas oublié une vis. C'est marrant, moi à chaque fois que je m'occupe des motos, à chaque fois je me retrouve avec une petite poignée de vis et me dire putain c'est incroyable, j'ai tout remonté, il me reste des vis. Là maintenant, on va changer les plaquettes de frein et changer le pneu arrière parce qu'il est mort. J'ai pas de machine mais on va faire ça des monts de pneus mon copain, t'inquiète pas. Je retire mon chip, casser la jante. Sors ces petites plaquettes de frein, voilà. Une fois que t'as sorti tes 2 vis d'étrier, t'as juste à sortir le petit axe qui retient les plaquettes. Tu peux prendre l'étrier et décaler le support dedans là. Et là tes plaquettes elles viennent toutes seules. Bon. Bien faire gaffe de garder les petites ferrailles dedans. Hop, ça sert à éviter les vibrations, éviter les mouvements des plaquettes. Des petites plaquettes Brembo céramique de la mort. Voilà. Redisposer tes petites plaquettes comme ça, dans le bon sens évidemment. Tu les remets dans les petites ferrailles, faut bien faire gaffe, faut bien regarder que le pied de la plaquette soit bien dans la petite ferraille, que ce soit bien en face.
On ne graisse pas ça, ou alors à la rigueur on met un petit coup de tout petit coup de WD pour le petit jointori qui est au bout, qui fait sa petite étanchéité. Hop, serrage final on fera à la main. Et les deux petites vis, pareil. Moi quand je vois qu'elles sont pas sèches comme ça là, je me fais pas chier à les regresser parce que c'est un coup à mettre de la graisse sur le disque. Voilà, on peut toujours approcher avec les machines et on fait toujours le ferrage final à la fin. Voilà. Hop, à l'avant-bras dynamométrique. Avant de toucher à mon levier de frein, le fait que les plaquettes soient écartées, je vais en profiter pour dégraisser le disque. Donc là, il faut prendre un chiffon tout propre et du nettoyant frein. Hop, bien insister sur le nettoyant frein. Tu chopes le disque là et hop, tu viens bien prendre en pince le disque. Voilà, et tu fais tourner comme ça. Et ça, c'est à chaque roulage, les amis. À chaque roulage, ça fait longtemps que je le répète. Il faut vraiment le faire, c'est très important. Vous allez améliorer grave la durée de vie de vos freins et surtout l'efficacité. Moi, bon, je le fais tous les week-ends, donc maintenant c'est plus trop sale. Mais je vous jure que ceux qui l'ont jamais fait, quand vous allez le faire, ça va être tout crado, tout noir dans votre chiffon. Et vraiment, ça évite de glacer les plaquettes, ça évite de... Enfin voilà quoi, ça améliore vraiment de ouf la durée de vie des freins. Au moins tout le gras, toute la merde, c'est parti. Ensuite, tu peux pomper ton petit frein avant, comme ça, hop, pour rapprocher tes plaquettes. Voilà. Et toujours éviter de freiner très très fort parce que au départ faut faire une sorte de mini rodage pour pas glacer les plaquettes. Voilà. Alors là, copain. En plus ça c'est des pneus de merde, ils sont raides. Ils sont raides comme la justice les pneus là. Alors, je vais déjà. Bon désolé, il y a le compresseur les amis. Bon déjà, une fois que tu as dégonflé ton pneu, il faut décoller la chambre à air. Et puis il faut repousser le gripster. Voilà. Ici. Voilà. Ah, voilà, le pneu là il est décollette. Ensuite, faut faire pareil de l'autre côté. Hop, hop, hop là. Voilà, ça c'est bon. Maintenant on va prendre avec les démonts de pneus. Et là j'ai pas des démonts de pneus PD mon petit père. Je te le dis. Il faut faire bien gaffe de pas prendre la chambre. Et quand tu montes ton pneu, il faut faire gaffe que tout le tour du pneu il soit bien au milieu de la jante et pas sur le bord. Ah, merde. Voilà. Là maintenant, tu peux retirer la chambre. Hop. Ah. Ah. Le grifter d'abord. Et là, on peut retirer le reste. Ah! On peut voir qu'elle a des petits pains la jante. Hein. Oh. Elle a explosé ici. Là, elle est... Oh là là, c'est un nénuphar le bordel. On va essayer de lui refaire la gueule. Elle est sale la pute. Ça permet de bien centrer le pneu sur la jante. Alors pour ce qui est de la pression des pneus, mes amis, je mets 1 bar. Alors attention, on roule souvent dans le sable et dans le mou. Et je mets souvent 900 partout. Souvent je mets 9... Oh ta gueule toi. Je mets 900 grammes partout en général. Après sur des terrains de cross plus classiques, je me prends pas la tête, je mets 1 bar. Ben c'est mort.
Maintenant que ma petite moto elle est remontée, qu'on a changé l'huile plusieurs fois, qu'on a tout fait, le pneu arrière, les plaquettes de frein, dégraisser les disques, etc. Quoi de mieux que d'aller essayer ça sur une belle piste pour voir ce que ça donne.